Je pense que la télévision actuellement est un très grand danger, d'abord pour la vie intellectuelle et indirectement pour la démocratie. Paradoxalement, les gens de télévision et plus généralement les journalistes se voient comme souvent des défenseurs critiques de la liberté. Ils parlent de troisième pouvoir ou de quatrième pouvoir. Ils se voient comme une sorte d'instance critique, de contradiction, de discussion, alors qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui, la télévision, sous différentes formes, à travers différents styles, est un instrument de normalisation. Pourquoi il y a eu cette rupture brutale? Est-ce que vous avez reconnu facilement votre... Oui, bien sûr, tout de suite. Tout de suite. C'est toujours ma vie de fille. Elle est toujours aussi belle. On m'objecte aussitôt que la télévision est très diverse, que le journalisme est très divers, qu'il y a des émissions très différentes, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde la télévision, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on voit que la concurrence entre les chaînes, entre les différents émetteurs, homogénéise. Le libéralisme, enfin la base de la philosophie libérale, consiste à dire que la concurrence diversifie, en fait, dans le cas de la production culturelle, enfin c'est pareil dans le domaine de l'édition, c'est pareil dans le domaine du cinéma, etc. Dans le cas de la production culturelle, la concurrence porte les différents producteurs à faire la même chose. Bueno, señores, vean ustedes con qué pedazo de estrellaza estoy aquí al lado. Que se llama Carmen Cinta, como la Virgen, ¿no? Sí. Porque yo creo que además hay una romería de la Virgen de la Cinta muy buena. Et dans le cas des produits culturels, ce processus d'homogénéisation est favorisé aussi par le fait que les gens disponibles, enfin, pour produire ce type de produits vite fait, mal fait, il faut un certain type de gens, et le personnel disponible n'est pas très grand. Par exemple, en France, on dit, voilà, il faut traiter quelque chose sur la Russie. Bon, il y a en France une trentaine de très bons spécialistes de la Russie. Bon. Mais en gros, on pourrait dire, plus ils sont bons, moins ils ont de temps à passer à la télévision. Y que vale hasta para consumirlo si yo lo quiero consumir. Como está el Valium que tampoco se le da a los niños de 8 años, que no se le da a la gente si no... Et or, il y a des gens... c'est comme des céréales, je sais pas, des gens qui sont prêts à tout, à parler de ce qu'ils ne savent pas. Les Italiens appellent ça tutologo, c'est des gens qui parlent de tout. Aujourd'hui, ils vont parler de la sexualité, demain, ils vont parler de la morale, de la visite du pape, etc. Ils ont des opinions sur tout. On zappe la liberté du spectateur, c'est de zapper, c'est passer d'une chose à une autre, mais en fait, ils trouvent la même chose. Alors c'est particulièrement visible avec les journaux télévisés, les émissions d'information sont particulièrement homogènes. Moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les programmateurs, enfin les gens qui décident de ce que va être le contenu d'un journal de télévision. Et ces gens sont eux-mêmes programmés, enfin, de telle façon qu'ils sont portés à trouver importantes les mêmes choses, et puis ils travaillent dans des conditions telles que dans l'univers immense des informations. Enfin, aujourd'hui, par exemple, il y a, mettons, 1000 informations qui vont arriver par les agences de presse, etc. Dans cet univers de 1000 informations, ils vont en retenir 10 et qui seront pratiquement les mêmes. Alors, c'est très dangereux parce que peu à peu, ça resserre l'éventail des informations disponibles. Bon. Alors ça, c'est une menace très grande, je pense, pour la démocratie, dans la mesure où on le sait. Dans le cas de la France, c'est entre 60 et 70% des gens qui n'ont pas d'autre source d'information que la télévision. Bon. Alors,
comment peuvent-ils participer en tant que citoyens à des décisions sur l'euro, sur la communauté européenne, sur la monnaie unique, etc., avec une information standardisée, homogénéisée. Bon, c'est absolument impossible. Com a complement d'aquestes autòpsies, aquesta tarda ha començat una nova inspecció dels cadàvers que Míriam, Desiré i Antònia van ser brutalment torturades i violades abans de ser assassinades. Segons els informes dels metges que han fet les autòpsies, les 3 joves van rebre trets de bala al clatell, encara que s'haurà d'esperar a fer més anàlisi per saber amb tota seguretat si aquesta va ser la causa de la mort o si les víctimes ja estaven mortes quan els van... La tendance, alors ça c'est une tendance très générale du journalisme, que la télévision a amplifié. En gros, la télévision a amplifié les plus mauvaises tendances du plus mauvais journalisme, enfin du journalisme à sensation, à views plutôt qu'à news plutôt qu'à views, enfin à images sensationnelles. Canallas, sinvergüenzas, criminales, que los quemen en el medio de la plaza y que haga justicia al pueblo. Sinvergüenzas, queremos que los quemen y que los quemen. Par exemple, bon, les faits divers, ce qu'on appelle les faits divers, les choses anecdotiques. Une petite fille, j'ai fait une analyse d'une affaire qui avait eu lieu en France il y a quelques années, c'est l'affaire de la petite Karine. C'est une petite fille qui avait été assassinée, le traitement de cette affaire, qui est une affaire dramatique, il ne s'agit pas de dire que ça n'a aucune importance, mais le traitement de cette affaire par la télévision en fait quelque chose d'immense, d'énorme, qui réveille les pulsions les plus élémentaires. C'est la loi de la vengeance, la loi du talion, etc. C'est-à-dire des pulsions contre lesquelles tout l'ordre civique, les droits de l'homme, le droit, la justice, a été construit. C'est-à-dire on a fait le droit. Bon, c'est un peu grossier ce que je dis, mais enfin, il faut revenir aux choses fondamentales pour que les gens ne se fassent pas justice eux-mêmes. Bon, or, une affaire comme celle-là, traitée par la télévision, orchestrée par la télévision, donne matière à des manifestations. Les manifestations sont quasiment provoquées par la télévision, et de fil en aiguille, bon, après 6 mois, ou même pas, on rétablissait en France la prison à perpétuité. Bon, et s'il y avait eu la peine de mort, on aurait rétabli la peine de mort, sur la base de l'indignation, etc. Alors, tous les professionnels, les avocats, un certain nombre de journalistes, un tout petit nombre, ont protesté, mais ils ont été emportés par la vague. C'est un problème très compliqué, très contradictoire, sur lequel moi j'ai travaillé 10 ans de ma vie sur ce pays, et je peux dire, bon, je n'y comprends pas grand-chose. Enfin, on a fait une association internationale de spécialistes. On a surtout des choses négatives à dire c'est plus compliqué que ça, on ne peut pas dire ça, etc. Bon, la télévision, par sa logique, et les gens qui pensent pour la télévision, ce que j'appelle les fast thinkers, les gens à pensée rapide. Bon, parce que la télévision, dès qu'on a parlé 30 secondes, c'est fini, il faut passer à autre chose. Bon, ces gens-là tendent à simplifier les problèmes, à les réduire à leur aspect le plus dramatique, le plus sensationnel. Il y a des islamistes, ils égorgent les femmes, ils violent les femmes, etc. Bon, et puis, on ne réfléchit pas. Voilà. Bon, alors, ou bien donc on détourne des problèmes importants, ou bien on les traite de telle manière qu'ils ne donnent pas matière à réflexion. El tema d'avui és el fonamentalisme islàmic. Voldríem conèixer millor les seves característiques, les seves bases religioses i històriques. I per damunt de tot, voldríem reflexionar sobre si hem de ser tolerants amb aquells que no són tolerants.
On décrit mon livre comme critique, comme un pamphlet. C'est pas du tout un pamphlet, c'est une description qui est même une description modérée. Moi j'ai des choses beaucoup plus violentes sur la télévision que j'ai recueillies de la bouche de gens de télévision que je n'en dis dans mon livre. Enfin, bon, les hommes et les femmes de télévision, quand on les entend dans un café librement à discuter sur ce qu'ils font, etc., disent des choses terribles. Bon. Donc ce qui est vu comme un pamphlet est en fait une analyse de mécanisme. Bon, alors mécanisme c'est un mot un peu mécanique, enfin, il y a des forces, il y a une espèce de machine dans laquelle tout le monde est pris. Le présentateur de télévision, que l'on célèbre dans les journaux de télévision, dont on raconte les amours, qui a l'air d'un sujet, qui a l'air responsable de ce qu'il fait, etc., est une marionnette. Bon, le programmeur qui décide ce qui va passer à la télévision est une marionnette. Bon, alors, que ça veut dire marionnette? Ça veut dire qu'il est soumis à des forces qui le dépasse complètement. Et alors, c'est ce qu'il vous dira, s'il est honnête, il vous dira, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, si je ne le fais pas, l'autre chaîne va le faire, et elle va le faire avant moi. Bon, donc, pour être le premier, etc., je suis obligé. Autrement dit, tous ces personnages que vous avez évoqués, l'intellectuel de télévision, qui est un personnage très très spécial, qui n'est pas vraiment un intellectuel. Quand on est intellectuel, on a 24 heures par jour, donc on en passe 15 à travailler, bon, et donc on peut passer beaucoup de temps à parler à la télévision. Bon. L'intellectuel de télévision, le journaliste de télévision, enfin, tous ces gens sont pris dans un jeu de concurrence qui est arbitré en définitive par ce qu'on appelle en France l'audimat, c'est-à-dire la sanction du pourcentage d'audience. Bon. Et selon qu'il a une part d'audience qui monte ou qui descend, sa durée de vie est plus ou moins longue. Voilà. Bon, cette sorte de sanction du marché, du commerce, j'aime passer la sanction du commerce, parce qu'à travers l'audimat, ce sont les annonceurs, c'est-à-dire les gens qui donnent la publicité. À travers la publicité, c'est les gens qui ont l'argent, c'est les propriétaires des chaînes. La responsabilité est très collective, elle est partagée entre beaucoup de gens. Et chacun a un petit morceau de responsabilité, tout petit, bon, dont souvent il ne se sert pas. Parce qu'il n'a même plus l'idée de s'en servir, bon, parce que il est obsédé par le fait qu'il va être battu par le concurrent, par le fait... Bon, alors, le problème, c'est que cette mentalité de concurrence se répand partout. Et ça, c'est la deuxième conséquence, bon, je pense qui est peut-être, de mon point de vue, encore plus grave, c'est qu'à travers la pression, finalement, de la télévision, c'est toute la vie intellectuelle, scientifique, littéraire, artistique qui est transformée. Pris eux aussi dans ce cercle vicieux. On fait de la mauvaise télévision en invoquant le goût du public pour se justifier, et en même temps on fait le goût du public qui peu à peu demande la seule chose qu'il puisse recevoir. Bon. Donc il y a une sorte d'emportement vers une télévision dont on a des exemples aux États-Unis qui sont absolument terribles, où d'ailleurs les professionnels de la télévision américains le disent, les émissions de télévision sont là pour soutenir la publicité. La chose importante, c'est la publicité, et on met autour des reality shows où un type raconte l'inceste avec sa fille, bon, des trucs extraordinaires, bon, pour faire passer la publicité. Per què ho has fet? La balle dans le ventre. Tu as une balle dans le Tens una ventre? bala al ventre? Répète-moi ça. Digues que tens una bala al ventre. That's what I believe. I am... Sur le plan politique, il y a, bon, là, en deux mots, je voudrais dire une des conséquences de la télévision,
on s'étonne, on se demande pourquoi les taux d'abstention croissent. Bon, ils ont atteint des chiffres dans les élections. Hein, les taux d'abstention atteignent des taux extraordinaires aux États-Unis. Aux dernières élections en France, bien entendu, atteint un taux très élevé. Et partout, le taux d'abstention monte. Alors, moi, je pense qu'un des facteurs, enfin, c'est difficile à évaluer statistiquement, mais un des facteurs est la manière dont la télévision, et à travers la télévision les autres journaux, présentent la politique. Bon, par exemple, vous avez un débat politique sur l'Europe. Bon, extrêmement compliqué. Il faudrait des heures pour expliquer pourquoi c'est dangereux que l'Europe soit dirigée par un banquier et pas par un banquier contrôlé par un gouvernement avec une politique sociale, etc. Bon, c'est tout un travail. On va dire, il y a les pro-européens et les anti-européens, eurosceptiques. Alors ça, c'est un mot, ça plaît beaucoup aux journalistes, on répète dans toute l'Europe, eurosceptique. Ça veut dire, c'est les gens qui ne croient pas à l'Europe. Ce qui fait que vous êtes devant, au lieu d'avoir un choix compliqué, c'est-à-dire l'Europe met à telle et telle condition, à condition que, etc., sous réserve que, dans la mesure où, en fait, toutes ces choses qui sont la pensée même. Bon, vous avez pour Europe contre Europe. Bon, hein, et pourquoi bon, d'abord parce qu'il faut faire simple, mais aussi parce qu'il faut ramener les débats à des luttes personnelles. C'est un tel dans la lutte à l'intérieur de son parti contre la tendance, un tel, et pour l'Europe. On va attraper la petite phrase, on va toujours voir la vie politique par le petit côté, en particulier les journalistes politiques qui passent leur temps à manger avec des hommes politiques, à entendre l'un parler de l'autre, prélèvent dans le monde politique ces petites informations qui sont au fond des ragots sur les raisons personnelles, égoïstes, que les hommes politiques peuvent avoir de faire ceci ou cela. Et du coup, ils diffusent une vision cynique, finalement, de la politique, et ils dépolitisent. La télévision a une grande responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Bon, c'est évident, comme c'est Le Pen est un personnage qui fait des parts de marché. Bon, alors, c'est une bête de télévision, comme on dit. Il y avait avant lui, la vedette, c'était Georges Marchais, qui était le porte-parole du Parti communiste. Et Le Pen, il y a des études qui ont été faites à remplacer Marchais. Bon, dans le rôle de personnage un peu scandaleux, fort en gueule, etc. etc. Bon, ça n'a rien à voir, à la limite, avec le contenu du message. Bon, c'est une espèce de dramatisation de la politique, bon, qui séduit les gens, c'est plus simple, c'est plus marrant, etc. Et puis, ça habitue les gens à un certain type d'idées. Bon, et sur fond, alors évidemment, c'est pas la télévision qui a créé, le Front National qui a créé, mais sur fond de chômage, de crise massive, etc. Bon, ce type de message peut arriver à se faire entendre. Voilà. Bon, ça, c'est une conséquence extrême. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses analogues. Voilà. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Ça va, Camo? Ah, ça m'a rajeuni. L'idée d'un public indifférencié, d'une masse, alors ça, certains très mauvais sociologues avaient développé l'idée de masse média, c'est-à-dire médias de masse, des médias qui massifient, qui rendent les gens tous identiques, en produisant des messages identiques, etc. Ça, je pense, c'est une mythologie. Bon, les gens sont différents, réagissent différemment et reçoivent différemment. Bon, cela dit, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on descend dans la hiérarchie des niveaux d'instruction, plus les gens sont désarmés devant la télévision. Alors ils peuvent avoir des défenses, ils peuvent... il y a un bon sens, il y a un bon sens populaire, il y a des défenses politiques, il y a des défenses de tous ordres. Cela dit, par exemple, on le sait, les femmes sont beaucoup plus désarmées devant la télévision que les hommes, pour une raison simple. Quand nous faisons des enquêtes sur la politique, on voit que les femmes s'abstiennent toujours plus que les hommes de répondre. Plus une question est politique, plus les femmes disent « je ne sais pas », très souvent elles disent « ah, mon mari va vous répondre ». Bon, c'est comme ça, c'est un fait, c'est pas du tout dans leur constitution physiologique. Hein. Historiquement, les femmes sont faites de telle manière, elles lisent des journaux féminins, elles lisent des journaux où il y a des petites histoires, etc. Elles ne lisent pas les journaux politiques. Vitamina anti-infecciosa. ¿Cómo andan de colesterol ustedes? Cuando la flor se ha secado, antes de que se seque, el amor vendrá a su vida. Curiosamente, casi todas hablan de maternidad. Empezamos con el galán de moda,
Leonardo DiCaprio. Estoy encantada de volver a encontrarme con ustedes una vez superados los nervios del estreno. Sobre el supuesto robo del diseño del traje de novia de Eugenia Martínez de Urujo. Lady Di, c'est le type même de la création télévisée. C'est comme Bernadette Soubirous au XIXe siècle, celle qui est de Lourdes, là, bon, ça a été une production de l'Église, etc. Aujourd'hui, Lady Di, c'est la Bernadette Soubirous des médias. Voilà, c'est une création médiatique, une sainte médiatique, avec un peu de sexe, un peu de morale, un peu de charité, etc. Et ça fait pleurer les femmes, entre 30 et 50 ans, pas instruites, qui travaillent chez elles, qui n'ont pas de boulot, voilà. Bon, les mêmes qui, dans les années 30, je viens de lire un livre magnifique sur les curés et le peuple en Espagne, bon, juste avant la guerre civile, bon, les curés espagnols inventaient des saintes partout, au moment où ils disaient que les femmes étaient corrompues, que c'était le diable, qu'il fallait qu'elles portent des manches jusque-là, sinon c'était etc. Bon, voilà. Aujourd'hui, je pense que la télévision a un rôle de ce type. C'est-à-dire, il renforce et il enfonce, il enfonce les gens les plus démunis culturellement, les gens les moins instruits, les moins politisés, parmi lesquels, évidemment, il y a les femmes. Voilà. Et pourquoi c'est un problème? Alors, par exemple, le féminisme, vous me disiez, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'une des luttes de base pour le féminisme, ça serait de lutter pour avoir des programmes décents à la télévision. Pas simplement pour qu'on ne mette pas des femmes à poil à la télévision, ce qui est une lutte tout à fait légitime, mais aussi pour qu'on ne fasse pas des programmes intellectuellement dégradants. Bon, or, il y a des programmes intellectuellement dégradants que les femmes désœuvrées, etc., qui n'ont pas été instruites pour avoir des défenses contre ça. Voilà. Bon. Et ça, c'est très difficile à dire, parce que quand on le dit, on vous dit tout de suite, mais attention, vous avez une vision pessimiste du peuple, le peuple est capable de se... Bien sûr, le peuple a beaucoup de défenses, heureusement, hein. Mais bon, ces défenses sont proportionnelles aux moyens de défense. Bon. Et alors, par exemple, la dépolitisation, il ne s'agit pas de politisation de gauche, de droite, la dépolitisation au sens de retrait hors de la politique, indifférence à la politique, la tendance à considérer que les politiciens sont tous pourris, tous corrompus, que la politique c'est toujours pareil, que ça ne sert à rien, etc. Bon, ça c'est extrêmement, extrêmement grave, bon, et je pense que c'est à la fois produit par la télévision et que ça renforce l'emprise de la télévision. Bon, voilà. Et ça, à terme, moi je pense que c'est une menace profonde pour la démocratie. Voilà. Ça tombe à un moment où les professions de télévision sont en état de précarisation, comme on dit en français, c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup d'emplois temporaires, de gens qui ont des emplois incertains, etc. Et évidemment, la précarité est un instrument de censure formidable. Si les gens parlent en se disant si je parle de travers, je vais perdre mon job, bon, c'est mieux que toutes les censures. Bon, et je pense qu'actuellement, il y a un très beau travail qui a été fait là-dessus. Ce sentiment d'être précaire, d'être temporaire, de ne pas être sûr de son job, pèse beaucoup et freine les mouvements subversifs. Bon, cela dit, ces préoccupations existent et il y a une sorte de déontologie pratique qui se met en place. Bon. Alors, au-delà, moi je pense que l'État pourrait faire beaucoup de choses, bon, c'est évident. Alors, il ne s'agit pas de faire une télévision nationale, tout le monde pareil, on ne va pas faire une télévision soviétique, c'est évident. Hein, bon. Mais je pense qu'il y a des systèmes comme, je peux donner l'exemple de Channel 4, bon, moi j'avais proposé avec un groupe de gens de télévision, de cinéastes, etc., on avait proposé un modèle de télévision du type Channel 4 avec des ressources fournies par un prélèvement obligatoire sur les publicités. Chaque fois que quelqu'un aurait fait une publicité, de quelque ordre que ce soit, on aurait prélevé un pourcentage qui servait à financer une télévision autonome, indépendante, voilà. Bon, de création, on aurait pu faire ce qu'on voulait. Bon, c'est un projet tout à fait réaliste, le budget avait été étudié, enfin, le modèle existe en Angleterre, bon. Et ça a été refusé par le gouvernement socialiste. Au même moment, ils étaient en train d'acheter, enfin de donner la télévision à Berlusconi, etc. Bon, moi je pense que les gouvernements ont une responsabilité énorme, et surtout les gouvernements de gauche, enfin qui auraient pu se soucier. Je pense que la télévision aujourd'hui a la même importance que l'éducation nationale en 1880. Alors on dit en France, nous avons un mythe
qui est le mythe de Jules Ferry, l'école obligatoire, l'école pour tous, l'éducation, etc., etc. Bon, aujourd'hui, Jules Ferry ferait la télévision. Bon, c'est évident que c'est l'instrument qui touche tout le monde, qui va aller jusqu'au dernier petit village d'Andalousie ou de Galice, apporter un message. Bon, alors, il ne s'agit pas de faire l'éducation, de la télévision éducative, hein, de faire des cours de morale civique ou des cours de bon, mais je pense qu'il y a des attentes. Il est juste la nuit. Je peux y aller? Oui, bon. Comme tous les soirs, à la même heure, l'émission télévisée du professeur Platoff, aujourd'hui, à vous de réfléchir.